Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk. Comme d'habitude, je suis accompagné d'Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu? Salut Chris, ça va très bien et toi? Ça va super, super bien. Je suis content. On a décalé, on n'est pas le mercredi, on est le jeudi, mais on s'entend quand même au moins une fois par semaine et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on est là pour discuter de la préparation du coach pour un combat MMA. Au travers de tous nos podcasts, je pense on s'est beaucoup concentré sur les athlètes et on n'a jamais parlé de à quoi ressemble la journée d'un coach de MMA avant un combat important. Et donc, je pense que ça va être intéressant d'aborder ça. On a eu plusieurs personnes qui nous avaient demandé ça en commentaire. Donc, aujourd'hui est le jour. Et on va aussi, évidemment, parler des nombreuses belles échéances qui arrivent pour ton équipe. On va garder ça pour la fin du podcast. Ça va être intéressant d'en discuter. Mais avant ça, comme on avait prévu la semaine passée, on va débriefer de Golden CBD qui s'associe à ce format pour le podcast. Alors, aujourd'hui, c'est pas légal, c'est obligatoire de le dire, mais même si ça ne l'était pas, on l'aurait dit. Il s'agit d'une collaboration rémunérée. Mais comme on avait déjà insisté plus d'une fois sur le podcast, on ne va pas accepter des collaborations avec tout le monde et n'importe qui. Donc, tout d'abord, tu m'avais envoyé un message quand tu avais reçu le packaging. Tu avais bien aimé le packaging. Moi, j'ai ici, donc on reçoit une boîte comme ça, en fait. C'est vraiment sympa. Et là, juste avant le podcast, tu m'as dit que tu allais présenter 3 produits avec la plus grande sincérité Ouais, que tu as testé et que tu as exactement. vraiment approuvé. Donc, Ah, mais je t'en prie, je suis curieux de savoir lesquels tu as testé en priorité par rapport aux autres. déjà, petite mise en contexte très vite, mais je pense qui fait partie du coach talk. Moi, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma carrière de combattant, dont des sparring sans protection, trop répétés. J'aimais bien faire la guerre à l'entraînement. Et en fait, ce genre de choses fait que je suis très, très enclin en migraine. J'en ai beaucoup aujourd'hui. Il m'arrive d'en avoir pour façon récurrente. À raison de 3 voire 4 fois par semaine, dès que je travaille un peu, dès que je lis, dès que je passe trop de temps sur les écrans. Ça, c'était pour le contexte du truc, donc voilà, et donc le 1er produit que j'aimerais mettre en avant, c'est ça, c'est les petites gélules anti-migraine que j'ai testées et qui m'ont permis d'éviter les éternelles aspirines dont je suis enclin, je sais pas, je dois tomber à 1 tube par semaine à peu près avec, heu, avec mes migraines récurrentes, donc je tenais à en parler, ça fait partie de la réalité de combattant. Préservez-vous, c'est vraiment important. Moi, j'ai fait beaucoup de conneries, pendant ces 15-20 années de pratique et du coup, ouais, dès que je bosse un peu, que je passe du temps sur les écrans, sur la télé ou même que je lis, je suis enclin à ces migraines qui me dévastent et qui me font consommer un bon tube d'aspirine par semaine. Donc ça, c'était le 1er produit dont je voulais parler qui me fait beaucoup de bien. Le deuxième, les petits bonbons, parce que pareil, je suis, quand on a une plage horaire, assez large, comme la mienne, je sais pas, ça doit être à peu près 6 heures du matin, 23 heures minuit. Un petit bonbon de temps en temps, ça fait plaisir et puis ça me détend. Et dernier truc, je suis également consommateur de, maté, parce que j'aime beaucoup ça, parce que c'est facile, parce que tu le gardes sur toi, parce que tu en fais une bouteille et tu l'emmènes avec toi, donc tu des petits trucs, le petit maté, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. C'était les 3 produits que j'avais envie de mettre en avant ce matin et qui me et dont je ressens déjà des petits effets de relax, donc je tenais à le mettre en avant, c'est très bien. Top. Ben, en plus, c'est bien parce qu'on a reçu des produits complémentaires. J'ai l'impression, toi, tu as reçu les gélules pour les migraines, ce qui te convient, et c'est un pur hasard puisque pour toi, j'avais pas demandé un colis spécifique. Moi, j'ai un petit historique sur une mauvaise relation avec le sommeil. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. Donc, j'avais vu qu'ils faisaient du CBD avec mélatonine. Et ça se présente comme toi, en fait. Hop, hop. Et j'en prends aussi un par jour. Donc là, évidemment, on va pas parler du goût puisque ce sont des gélules. Ça n'a pas spécialement de goût, mais c'est pas désagréable. On pourrait avoir des gélules qui le sont. Et je crois qu'on a reçu le même thé, par exemple. Par contre, le Materazzi, c'est ça que tu as reçu? C'est ça, Ouais, il est c'est ça. vraiment, Je sais franchement, pas s'il y a il je est. sais pas s'il y a un jeu de mots avec le joueur de football italien, mais en tout cas, elle est très bien. Et s'imagine, hein, ouais, genre, il doit se calmer, il doit pas mettre de coups de boule. S'il avait pris ça, il en aurait pas mis à Zidane. Il y Ah, a c'est la réponse. l'inverse. Non, c'est Il y a l'inverse. la C'est C'est Zidane Zidane qui qui lui aurait met un dû en coup de boule. prendre. Ouais. Désolé, moi et l'historique du Non, foot, mais ça il y avait commence la à ref. sortir de ma tête, même si j'en ai fait pendant 7 ans. Non, et moi, j'aime beaucoup, c'est celui que je me suis fait ce matin, là, il a vraiment bon goût. Donc, il y a un peu ce mix entre un goût d'un thé classique. Dans celui-là, il y a de la papaye, je pense. Alors, moi, je me sens un peu de papaye. Et puis, bon, il y a un tout petit peu ce goût de CBD. Donc, pour ceux qui aiment bien, franchement, ça passe tout bien. Ma femme qui est enceinte, elle est un peu jalouse, je dois l'avouer.
elle sent super fort, elle est super sensible à ça, elle aime bien le goût CBD et du coup, elle est un peu déçue de ne pas pouvoir en profiter. Et je sais pas, c'est quoi les bonbons que tu as reçus? Moi, j'ai reçu ceux à la framboise. Pareil. Ah, ils sont bons, hein. Je trouve ça sympa aussi. C'est facile à prendre, facile à consommer. Et puis, tu as ta petite dose de CBD avec. Donc, pour finir, pour rassurer les gens, c'est 100% légal. Il y a moins de 0,3% de THC dans leurs produits. C'est du bio. C'est la marque numéro 1 en France de bio. Il y a beaucoup de produits qui sont produits en Suisse, notamment leurs fleurs. Alors, moi, je suis pas un fumeur. Donc, si je perds au jeu euh, des mises, je pense qu'un truc qui pourrait être super drôle, c'est me dire, Chris, roule, roule du CBD et filme-toi. Et je pense que les gens vont bien se poiler pendant 1 heure. J'ai une Tu sais, psychomotricité fine qui est très mauvaise. j'en profite pour. On a toujours été, comment dire, franc et honnête avec nos abonnés. Si pour l'instant je prends pas part au jeu, c'est que j'ai fait la demande à l'UFC qui a un programme anti-pari qui est drastique. Et du coup, enfin, en tant que intervenant coach à l'UFC, comment dire, j'ai des demandes à faire pour pouvoir participer à ça et je pense en avoir la réponse cette semaine. Voilà, comme ça, ils le savent pourquoi je prends un petit peu moins part à cette activité. C'est pas qu'elle me désintéresse, loin de là. C'est juste qu'il y a un process à faire avec le responsable Paris de l'UFC qui a déjà un coach qui a été suspendu, mais pas du tout pour ça, pour des activités bien plus directes dans ce type Euh, de secteur. Et voilà. Et je pense qu'on en saura plus cette semaine. ok, mais j'avais déjà prévenu que ton abstinence était liée à ça, mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc pour finir sur Golden CBD, on les remercie évidemment pour cette collaboration. Ça permet de pouvoir développer davantage ce podcast Coach Talk. Alors, juste pour continuer à parler de la marque, 40 000 clients déjà satisfaits et plus de 50% fidèles. Moi, je me rappelle quand je travaillais dans une startup qui faisait du e-commerce, notre benchmark, c'était 33% de fidélisation client. Donc, eux, ils en ont 50%, c'est plutôt pas mal. Ils ont 4,8 sur Trustpilot avec presque 1500 reviews. La livraison est super rapide, hein. On a reçu les produits quasi directement. Je crois que c'est maximum 48 heures. C'est discret. Il n'y a pas marqué CBD en grand dessus. Après, de toute façon, nous, on est pour. Mais grâce à nous, c'est pas cher du tout. Parce qu'on a moins 25%. Vous allez sur le site, vous utilisez le code promo FIGHT. Et il y a moins 25% sur votre commande. On est bien? On part sur nos moutons maintenant? Allez, c'est parti. Ok. Donc, la préparation du coach. Comment se passe-t-elle? Sur quelle question je te lance? Donc, on a déjà beaucoup parlé évidemment du rôle du coach, du rôle du cornerman. On a beaucoup parlé de à quel moment tu fais ton game plan, quel est ton process sur le game plan, comment tu fais la programmation du training camp. Tout ça, on a bien compris ce que faisait ce que faisait un coach, pardon, pour s'assurer que l'athlète soit en forme optimale le jour du combat et la stratégie idéale par rapport au profil de l'adversaire. Tout ça, on l'a déjà couvert. Par contre, ce qu'on n'a pas couvert, c'est la veille du combat, d'un combat important, hein. On va vraiment, encore une fois, on va prendre l'exemple le plus marquant. Donc, on va parler ici de Manon Fiorot contre Rose Namajunas, je propose. Qu'est-ce que tu fais la veille? Qu'est-ce que tu fais le jour même pour t'assurer que toi, tu sois à 100% au moment du combat? Parce qu'on en a déjà parlé sur le coach talk, hein. C'est l'athlète qui rentre dans la cage. C'est à lui qu'on donne tout le crédit d'une victoire. Mais autant de temps en temps, le coach, il va pas apporter grand-chose par rapport à la victoire-défaite dans le combat. Autant il y a des jours où une instruction peut amener à une défaite, ou une instruction peut amener une victoire. Et pour s'assurer que les instructions, on se retrouve plus souvent que du côté de mes instructions ont mené vers une victoire, que fais-tu pour être 100% concentré? Que fais-tu pour être en forme? Que fais-tu pour être réactif? Que fais-tu pour avoir l'œil pendant un combat? D'abord, la veille. Est-ce qu'il y a déjà des process que tu mets en place la veille d'un combat euh, pour être bien, pour être dans un bon état d'esprit? Bah, déjà, pour être totalement franc, je fais une petite parenthèse de 10 secondes. Moi, je ne suis pas encore ce coach avec un sifflet qui est capable de visualiser et uniquement visualiser.
le travail commence tout au long de l'année. C'est-à-dire que je fais entre 12 et 15 heures de sport par semaine. Euh, et j'aime beaucoup encore faire du cache control et du grappling que je fais à très haut niveau, puisque c'est avec mes athlètes à moi directement. Donc ça, déjà, c'est une part importante de ma préparation. Ça me permet d'être en forme et d'être, comment dire, zen. Zen, voilà, c'est vraiment le mot. Ces 12 à 15 heures de sport semaine me permettent d'être zen dans mon approche, dans mon étude, de moins m'énerver, parce que je suis de caractère très colérique, parce que j'aime la perfection. Et, et voilà, ça, c'était pour l'introduction. Après, sur la Fight Week, autant que faire se peut, puisque des fois, il y a des priorités qui, comme tu l'as dit, on est là pour l'athlète, mais j'essaye de garder ce rythme. C'est-à-dire que si je peux me lever un petit peu plus tôt pendant que l'athlète dort ou quoi que ce soit et faire mon heure de sport, soit du grappling ou du cardio, je vais le faire et ça va beaucoup m'aider, puisque ce sont des semaines qui sont très fortes en émotion et en pression. Et, et quoi qu'il arrive, j'essaye de consacrer. Je préfère moins dormir, parce que de toute façon, le sommeil, c'est quelque chose de subjectif sur le moment. Je veux dire, c'est pas parce que tu rates une ou deux journées de sommeil ou si tu raccourcis un petit peu que tu ne seras pas concentré. C'est sur le long. On en a déjà parlé du sommeil, mais c'est vraiment sur le long terme pour moi que c'est efficace. Et du coup, je préfère renoncer à une heure de sommeil et l'investir dans une heure de sport qui va me permettre d'avoir une meilleure capacité de réflexion et surtout d'être moins enclin au stress et à l'énervement. Ça, c'est vraiment une discipline que je m'impose et qui m'est en tout cas essentielle. Si tu veux, quand j'ai passé un petit peu la main entre le moment où je m'entraînais avec mes gars à 100% et le moment où je suis devenu coach plus ou moins passif, j'ai eu une année où j'ai moins bien pu m'entraîner parce qu'il fallait que le temps que je puisse digérer et intégrer ce nouveau créneau. Et ça a été une très mauvaise année en termes émotionnel parce que je souffrais de ce manque de sport et du coup, j'avais beaucoup plus de mal en tout cas à maîtriser mes émotions. J'aime bien parce qu'on va pouvoir digresser un peu là-dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre sur moi, je vais donner une petite anecdote, c'est que je suis un grand fan des podcasts liés à la santé. J'en écoute beaucoup, notamment Andrew Huberman, je pense que j'en ai souvent parlé sur Fight Minds. Et mon cerveau a cette capacité à retenir uniquement ce qui est important pour moi. De mon passé de gros égoïste. Je suis vraiment quelqu'un de narcissique, égocentrique et égoïste à la base. Donc, quand j'écoute un long podcast de 3 heures où on me parle d'études, du résultat des études, du process des études, ça va crédibiliser l'information, mais je ne vais pas retenir les études, je vais juste retenir le résultat. Et donc, je m'excuse parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter le podcast qui, pour elles, c'est important d'avoir le nom de l'étude, tout le process de l'étude et que je puisse répéter ça. J'en suis incapable. Moi, mon cerveau, il retient que faire du sport le matin, ça permet d'être plus productif la journée. Et donc, je peux juste vous dire qu'il y a des études qui ont été faites pour ça, qui ont été vraiment conduites avec plusieurs groupes. Un groupe qui ne fait pas de sport le matin, un groupe qui fait un type de sport le matin, un autre groupe qui fait du HIIT, par exemple. Et puis, ils regardent un peu la faculté de concentration, la faculté, la réactivité dans des calculs, etc. etc. Et il s'est avéré que c'est totalement vrai que faire du sport te permet d'être beaucoup plus alerte, beaucoup plus concentré, beaucoup plus productif sur quasi la totalité de la journée qui suit. Et donc, pour revenir à ce sujet-ci et fermer cette digression, je trouve ça intéressant que tu dises que tu préfères enlever une heure de sommeil pour te permettre de faire une heure de sport parce que le compromis fait que ça te permet d'être plus concentré. Tu vas favoriser une heure de sommeil. Maintenant, je vais te poser une question piège. Je vais me faire l'avocat du diable. Je te rejoins là-dessus. C'est pas une nuit de sommeil qui va faire Enfin, bon, si tu as une très, très mauvaise nuit, même si tu as super bien dormi pendant 3 mois et que tu as une très mauvaise nuit, bon, tu vas être fatigué. Mais là, on parle d'une heure. On parle d'enlever une heure. Ah, Donc, c'est pas une heure de sommeil qui va changer le chose. Maintenant, si on est dans un cas de figure où tu as très mal dormi pendant 2-3 semaines et que tu arrives à une fight week, est-ce que là, tu vas favoriser le sommeil? Est-ce que tu vas favoriser le sport? Ou tu vas faire un juste milieu en te disant je vais juste couper 20 minutes plutôt qu'une heure de sommeil et je vais me faire un entraînement très intense, très court. ouais, c'est ça, tu as tout dit. Il faut être, je pense que ce soit le coach ou l'athlète, l'important, c'est vraiment d'écouter son corps. Et si vraiment il y a des moments avec mauvais sommeil ou avec un état de fatigue récurrent, je vais m'écouter et je vais peut-être faire ça différemment.
Après, je m'intéresse beaucoup au travail de respiration et ce qu'ils appellent au Brésil la gymnastique naturelle. Du coup, même si le but, moi, je suis un peu bourrin dans ce que je fais. J'aime bien, si je fais du cardio, c'est vraiment pour me monter en l'air pendant 1 heure, tu vois. Mais si je sens que mon corps est fatigué, ça peut être transformé vers de la gymnastique naturelle ou un travail, entre guillemets, plus doux, si mon état de fatigue. Mais pour l'instant, ça ne m'arrive pas. Mais en tout cas, si c'était ce que je ressentais, je le transformerais plutôt comme ça, effectivement. Ok, donc tu partirais plutôt sur des exercices de respiration et D'étirement ou après, un style de gainage. yoga, éveil Ouais, muscu. c'est un peu ça. Avec Manon, vous aviez parlé de faire un éveil musculaire style yoga le jour du combat. C'est le genre de truc que tu ferais à la Exactement. place de te fatiguer et de dépenser des calories. C'est ça. Parce que je te dis, moi, Top. Ok, j'ai une alors, vision dure le cardio, c'est le cardio sec. à la dure. Euh, Ici, ce que j'entends, c'est que au même titre qu'on n'arrête pas de communiquer là-dessus pour les athlètes, tu le dis pour les coachs aussi, c'est très individuel. Il y a pas une formule qui va convenir à tout le monde. Il Ça, faut que tout le monde ait la même formule. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va parler de ce que toi tu fais, mais on va surtout dire le pourquoi. Parce que le pourquoi sera la base pour tous les coachs. Je pense que j'ai élaboré l'objectif. L'objectif d'un coach, c'est d'être à 100% en termes de concentration et de vivacité d'esprit au moment du combat. Et donc, chaque coach aura un process différent pour atteindre cette capacité, cet état stimulé au moment du combat. Et toi, notamment, pour toi, la fondation, c'est le sport. Le fait de faire du sport, ça va te permettre d'être plus alerte. Et ça, par contre, autant le type de sport va varier d'un coach à l'autre, autant je te rejoins à 100%. Je pense que c'est primordial pour un coach de faire du sport la veille et le jour même d'un combat pour un athlète. Est-ce qu'on on est aligné là-dessus? largement. Ouais, et le type de sport, effectivement, ça peut varier parce que pour avoir fait le test moi-même, je me sens plus alerte quand je fais du yoga le matin que quand je fais du cardio. Ça peut paraître bizarre, mais moi, le yoga le matin me réveille très, très, très bien. Le cardio, ça me réveille bien, mais alors j'ai un pic, ouais, j'ai un drop à un moment. J'ai un bon pic, mais j'ai un drop à un moment, alors qu'avec le yoga, j'ai pas spécialement ça. Et je suis sûr et certain que toi, ce sera plutôt pas l'inverse, parce que je crois pas que tu aurais un drop avec le yoga, mais ton pic, grâce au cardio, va te faire monter beaucoup plus haut dans le côté stimulé et dans le côté je me sens réveillé. C'est ça. Moi, j'ai une routine. C'est-à-dire que normalement, le matin, si j'arrive à me faire 600-700 cales avant d'aller entraîner les gars, c'est ce que j'aime faire. Et du coup, les journées comme aujourd'hui, tu vois, où je vais le faire que l'après-midi, j'ai un manque le matin et je le sens. Tu vois, dans ma façon de réfléchir, l'oxygénation de mes pensées, de mon cerveau. Alors, je m'y adapte, hein, bien évidemment, mais je sens que, tu vois, quand je ne le fais pas le matin, et en début de journée, Ouais, c'est intéressant ce qu'on dit tout le temps. Les sportifs ont besoin de sport. Ça en devient une addiction saine. Et je vais mettre des guillemets sur ça parce qu'évidemment, il y a toujours dans la vie, tout est une question de dosage. Tout peut être, enfin, pas tout, mais certaines choses peuvent être saines selon un dosage. Et puis, si tu passes ce dosage, ça devient malsain. Donc, ça aussi, il faut pouvoir le gérer. Donc, OK, on a la partie sport qui est importante pour le coach au moment de la fight week et surtout le jour du combat. Quels sont les autres éléments? Est-ce que, parce qu'on parle tout le temps de ça, la nutrition pour l'athlète est très importante. La plupart des combattants, et je pense que je ne suis pas en train de révéler un secret, mais c'est plus ou moins la même chose pour maintenant de ce que j'ai compris. Vous essayez de manger bien le jour même, mais d'arrêter quand même de manger genre 5-6 heures avant le combat pour être sûr d'accord. d'avoir suffisamment d'énergie dans le corps, mais d'avoir l'estomac vide pour pas être en digestion et pas avoir d'énergie prise par la digestion. Est-ce que pour toi, c'est la même chose? Est-ce que toi, en tant que coach, tu fais attention à ce que tu manges la veille et le jour même? La veille, non. Le jour même, oui. Et je préfère avoir faim que d'être au repu, tu vois. Pareil, ça me gêne dans mon travail de réflexion. Donc, je préfère grignoter. Ouais. C'est très rare même que je fasse à part le petit-déj, je fais pas de gros repas le jour même. Je préfère grignoter comme ça dès que je sens que j'ai un besoin d'énergie rapide, tu vois. Mais sinon, je n'ai pas envie d'être
d'être dans la digestion. Ça m'empêche de réfléchir, en fait. Et l'important, nous, les coachs, c'est de la prise de décision. Il y a un impondérable, il y a un truc qui ne va pas, il y a une petite blessure dans le vestiaire, il y a plein de choses. Il faut aller vite dans ta prise de décision. Donc, le fait de manger peu, voire légèrement en dessous de ce que je mange d'habitude, me permet d'être plus rapide dans ma réflexion. Ouais, après, c'est très logique, hein, c'est très logique. Si un athlète le fait pour être en forme optimale au moment du combat, c'est logique que le coach le fasse aussi. Mais je crois qu'il y a des coachs, peut-être en début de carrière, qui n'ont pas encore réalisé ça. Et moi, ça peut être rationalisé très facilement. Je pense que pour les gens qui travaillent ou les étudiants, si vous lunchez un jour et que vous lunchez beaucoup, vous allez à un buffet à volonté où vous avez un gros plat avec beaucoup de féculents, vous savez que si vous avez mangé à 12h30 et que vous avez un cours, une réunion, que vous devez travailler entre 14h et 15h, vous allez être en galère parce que vous allez être en digestion, vous allez être fatigué, ça va être un moment où vous ne serez pas optimal pardon, dans votre rôle, que ce soit au travail, que ce soit dans le sport, que ce soit en tant qu'étudiant, l'écoute sera pas au top. Bah, évidemment, ça se traduit chez un coach. Donc, la logique, donc, on a parlé, hein, donc la grande logique, c'est être en forme au moment du combat. Il y a l'aspect sport qui permet de vraiment réveiller l'esprit, être concentré pendant la journée, être alerte, être stimulé. Et il y a la partie nutritive où il ne faut pas être en digestion ce jour-là, pas en grosse digestion au moment clé, mais il faut avoir suffisamment d'énergie. Alors, moi, je fais des jeûnes prolongés, donc je sais qu'avec un jeûne prolongé, je peux être concentré, etc., etc. Maintenant, il y a aussi un problème quand tu fais des jeûnes, c'est tu penses beaucoup à la nourriture. Tu es là, j'ai faim, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de manger ça, et ça vient encombrer un peu ton esprit. Donc, il faut trouver ce juste milieu, en fait. Il faut trouver un juste milieu où tu manges suffisamment pour pas avoir cette sensation de faim qui est quand même gênante dans ta façon de réfléchir. Ce qui te donne aussi suffisamment d'énergie, parce que la concentration mentale, ça demande de l'énergie quasi au même titre que pas la concentration, mais que l'effort physique. Mais il ne faut pas trop manger non plus, pour pas être en drop à cause de la digestion. Donc là, on a déjà deux axes qui sont très, très intéressants dans la On gestion. peut, on On peut a y parlé du rajouter, sommeil. Le sommeil est évidemment important. Vas-y. on peut y rajouter l'hydratation, ça va de pair, mais je pense que c'est hyper important aussi dans la capacité de réflexion et dans le bien-être en général. Euh, Parce que souvent, tu vois, quand tu es un peu stressé, tout ça, tu oublies un petit peu de boire, tu oublies certains basiques qui sont hyper importants et je pense que ça va de pair avec la nutrition. Bien boire et être hydraté tout au long de la journée, c'est aussi très important. Donc, parlons un peu d'hydratation. Euh, que de l'eau ou tu mets par exemple du sel dans ton eau pour Non, moi, moi aussi, t'assurer d'équilibrer de l'eau, certains électrolytes? C'est juste de l'eau, mais en bonne quantité? c'est ça. Bon, en parlant de ça, moi, je vais prendre mon thé. Franchement, il est super bon. C'est pas pour faire rajouter une couche sur la pub, mais je le kiffe vraiment, ce thé mathématique. Ok, donc on a déjà plusieurs éléments. On a le côté nutrition avec nourriture et hydratation. On a le côté sport. On a déjà parlé du côté sommeil, surtout sur l'aspect chronique. C'est important d'avoir un bon sommeil déjà les jours, voire les semaines qui amènent à ce combat. Si ce sommeil n'est pas bon, alors là, ça va être une question intéressante. Moi, je suis incapable de faire des siestes. Si je suis en journée et que je sais que j'ai quelque chose à faire après, mon cerveau me bloque. Je suis incapable de m'endormir. Comme j'ai dit plus tôt dans le podcast, j'ai vraiment un problème avec ma relation au sommeil, mais j'y travaille. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu arrives à faire? Donc, si tu sens que les dernières semaines ont été trop stressantes, que tu n'as pas super bien dormi, est-ce que tu te fais une sieste le jour du combat? Non, le jour du combat, pas possible. Franchement, c'est quelque chose que je peux faire une micro-sieste d'un quart d'heure, 20 minutes, mais j'avoue que c'est assez anxiogène, tu vois, la Fight Week et surtout on va pas classer les combats, mais les combats se classent quand même. Quand tu fais une Fight Week UFC pour un combat top mondial ou même une ceinture d'un gros événement, c'est quand même une charge émotionnelle qui est trop importante pour faire une sieste. Pour Ouais. être honnête avec les gens qui nous écoutent. Par contre, tout au long de l'année, ouais, je pratique ça, un petit quart d'heure, 20 minutes, une micro-sieste. Je trouve ça très efficient et ça permet de rattraper une journée, franchement. Alors, c'est une des rares fois où je vais peut-être, moi,
donner un conseil vers toi. Au cas où ça arrive que tu sois extrêmement fatigué un jour de combat et que tu as besoin de te reposer, il y a une méthode qui s'appelle le Non-Sleep Deep Rest, NSDR, ça s'appelle. J'ai entendu ça de nouveau sur Andrew Huberman. En gros, c'est te mettre dans un état de relaxation très avancé, sans pour autant t'endormir, sans faire une sieste. Et moi qui suis incapable de faire de sieste, c'est quelque chose que j'ai déjà fait à plusieurs reprises, notamment quand je dois commenter de nuit. Donc là, par exemple, cette nuit, je vais devoir commenter à 2 heures du matin. Je me connais, je serais incapable de dormir de 22 heures à minuit avant d'y aller. Donc, je vais me faire une petite session de NSDR. Il suffit de taper ça sur YouTube. Tu mets des écouteurs, tu te couches dans un lit et en 20 minutes, c'est fait. En fait, tu t'endors pas. Mais encore une fois, je ne vais pas pouvoir citer les études parce que je ne retiens pas ça. Mais il y a des études qui tendent à prouver que ça a les mêmes bienfaits que la sieste. Donc voilà, si tu es incapable de faire une sieste un jour de combat, mais que tu te sens fatigué, je te recommande ça. Je peux t'envoyer quelques sessions que moi j'ai faites et qui sont très intéressantes. Ok. Alors, est-ce qu'il nous reste quelque chose? Est-ce que tu parlais d'exercices de respiration? Je sais qu'il existe des exercices de respiration pour maximiser la concentration. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais le jour du combat, dans le vestiaire toi-même ou avant? Voilà, est-ce qu'il y a, là, on va partir dans tout le reste. Est-ce qu'il y a des éléments que tu as appris au cours de ta carrière de coach qui, toi, te permettent de te sentir mieux au moment où tu coaches? Peut-être de la caféine. Est-ce que tu bois un café, je sais pas moi, 2 heures avant le combat parce que tu as remarqué que ça te permettait d'être plus alerte? Voilà, maintenant, tu peux me citer tous les Ouais, autres éléments que tu mets en place le jour du fight. j'ai essayé beaucoup de trucs et effectivement, alors moi, la caféine, elle fait partie de ma journée de façon récurrente et régulière. C'est-à-dire, je sais pas, je dois en consommer 4-5 par jour minimum. Et ça change pas que ce soit Fight Week ou non Fight Week. Après, j'ai testé pas mal de choses, dans la sophrologie que j'aime beaucoup. Euh, Aujourd'hui, euh, ce que je tends à faire et ce qui marche le mieux pour moi, c'est d'être, je vais utiliser un terme un peu rigolo, mais en meute, en équipe. C'est-à-dire que le truc qui me fait le plus de bienfaits quand je suis à la veille d'une très grosse échéance, c'est d'être avec mon équipe. Ouais, bah, tu l'as vécu un peu de l'intérieur, tu as vu, les modules que on fait avec Christophe Midou, même s'il a, euh, ça fait 10 ans qu'on le fait ensemble et c'est ce qui me convient le mieux. Plutôt que d'être dans mon coin pendant que la tête se repose et travailler sur la respiration et tout, je préfère être en groupe, être avec mes gars, avec les gens que je côtoie depuis 20 ans et tout ça. Et c'est ça, en fait, c'est ce truc un peu en mode qui me fait le plus de bien et qui me permet d'être le plus relaxé et le plus dans mon élément pour l'échéance du soir. Tu vois. C'est vraiment, après avoir testé pas mal de choses, il y a des moments où je suis parti quasiment seul en période Covid avec mon athlète. Il y a des moments où on a la chance d'être 3-4. Il y a des moments où on a la chance d'être une dizaine, comme ça a été le cas pour Paris. Et en fait, ouais, au final, d'être dans le groupe avec les gens que je chéris et qui sont avec moi toute la journée, des Miguel Arro, des Christophe Midou, des Jérôme Golra et compagnie. En fait, ça me permet d'être bien dans ma réflexion et d'être serein en fait dans l'approche de l'échéance. Et mieux que la musique, la relaxation, la respiration, ce genre de choses, c'est aujourd'hui moi ce qui me convient le mieux. C'est intéressant parce que là, je vais peut-être partir trop loin, c'est pas le sujet du podcast, mais de ce que tu dis, tu es un extraverti en fait. Donc, extraverti, pas au sens je vais en soirée et je veux faire le clown et que toute l'attention soit sur moi, mais normalement, la définition de extraverti, introverti, c'est pas timide et pas timide. Euh, Ce n'est pas timide versus pas timide. Euh, la définition de extraverti versus introverti, c'est où tu vas puiser ton énergie. Un extraverti, c'est quelqu'un qui puise son énergie des autres, alors qu'un introverti, c'est quelqu'un qui va aller se ressourcer tout seul. Euh, donc ici, tu te considères comme un extraverti ou tu as Ouais. déjà Ah oui, ça. remarqué que... Ouais, donc Je, toi, tu vas je, puiser l'énergie chez quelqu'un d'autre? je l'ai déjà fait seul et c'est quelque chose qui est plus pénible pour moi, tu vois. Je dois le concéder, Ouais. c'est-à-dire que moi, et c'est pas ce groupe, j'ai pas besoin forcément de personnes, j'ai besoin des miens.
ceux avec qui je reste tout au long de l'année parce que, pareil, tu sais, c'est pas que c'est sectaire le MMA, c'est que moi, aujourd'hui, dans ma façon de construire mon environnement, je ne veux pas subir de gens. Voilà, que ce soit. Ouais. Il y a des gens qui, tu sais, je reçois des messages, pourquoi tu m'as bloqué sur Twitter? Parce que, en fait, j'ai pas envie de subir des gens, que ce soit dans le privé ou dans le perso. Les gens que je subis, dès qu'il y a une contrainte de ma part, tu dégages. Voilà, après, on m'aime ou on m'aime pas, c'est pas grave, hein. J'ai jamais fait ça pour être populaire, tu vois, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai fait ce choix. euh, et c'est pas forcément. Ouais, alors, si ça ne va pas dans ton sens, tu fais ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est que dès que je ressens une contrainte dans le support d'un être humain, d'un autre être humain, je ne le veux pas dans mon entourage, que ce soit virtuel ou direct. Donc voilà. Euh, c'est et c'est la même chose pour le club, tu vois? Il y a des gens avec qui je peux pas être en binôme parce que, heu, je trouve leur présence anxiogène, parce que même si je les aime bien, même si c'est des bonnes personnes et tout, quand il va y avoir une échéance sportive, on réagit tous différemment. Surtout quand celle-ci, elle est capitale, dans son résultat. Et j'aime bien les gens qui sont un peu comme moi, qui sont zen et qui c'est pas que ça glisse, mais en tout cas qui le reversent pas, le stress. Et du coup, dans mes binômes, trinômes et groupes de travail, je fais très attention à ça parce que et c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à travailler avec des gens, avec qui je suis depuis très longtemps. C'est rare qu'il y ait des gens qui viennent se greffer comme ça, que je connais peu parce que c'est les mecs qui ont fait ça avec moi depuis 10, 15 ans ou 20 ans que qui ont cette façon d'appréhender le truc et je vais pas aller risquer de prendre un mec que je connais pas et qui pourrait, être le petit grain de sable dans le système qui est le mien. Ouais. C'est très logique. On parle souvent, hein, du fait que c'est très important en MMA, mais en fait dans la vie de tous les jours, de bien s'entourer. Ça fait partie des clés du succès selon moi. Et moi, je te rejoins. Je pense qu'on est arrivé à un moment où les rencontres sont multiples par semaine. Tu rencontres plusieurs personnes par semaine. Il n'y a pas de temps à perdre avec des personnes pour lesquelles tu sens immédiatement qu'il n'y a pas de match. Et encore une fois, c'est pas parce que tu bloques quelqu'un ou que tu travailles pas avec quelqu'un que cette personne est forcément mauvaise. C'est juste qu'il n'y a pas de match. Et enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et au même titre que si tu travailles déjà avec un gros groupe depuis 20 ans et que ça fonctionne très bien, rajouter de nouvelles personnes n'est pas nécessaire. C'est quelque chose qui vient, comme tu le dis, se greffer en guise de bonus. Et c'est un processus aujourd'hui plus long. Je pense que quand tu débutes une carrière ou un projet, ben, tu n'as pas le choix, tu dois t'entourer de certaines personnes pour atteindre tes objectifs que tu t'es fixés. Et donc pour ça, tu dois tester au début, regarder si ça match, si ça ne match pas, et être juge très rapidement pour construire ton entourage et la base de ton projet. Une fois que ta base de ton projet te permet d'atteindre tes objectifs, tu peux être beaucoup plus noir ou blanc, drastique dans tes choix, et force est de constater que ben, ça fonctionne pour toi. Mais donc, c'est très important. Là, est-ce que tu as des éléments à ajouter ou on peut faire une petite synthèse de tout ce qui a été Non, dit? non, je pense que l'essentiel a été dit, je rajouterais juste, que j'en suis conscient pour moi-même et de mon même titre que je pense que en tant que coach, je ne peux pas convenir à tout le monde non plus parce que j'ai des exigences qui sont tout à fait particulières et importantes et à partir de là, il y a des gens il y a des gens que ça peut, qui ont peut-être besoin de moins d'investissement et de moins de charges, de travail et de charges émotionnelles. Donc voilà, ça va dans les 2 sens. Il faut être juste conscient de ça Ouais. et ça on ne peut pas matcher avec tout le monde. Il y a des gens qui ne pourront pas matcher avec moi et moi, je ne peux pas matcher avec tout le monde et une fois qu'on a compris ça, bah, tout va très bien. Ben, en fait, on en a déjà parlé, je ne sais plus dans quel épisode, mais un coach ne peut pas être le meilleur coach pour tout le monde. C'est impossible. Tu as des Ça, très bons coachs qui sont très, très bons pour 80% de la population. Tu en as qui sont très bons pour 20% de la population. Mais dans tous les cas, comme on a déjà dit, un bon coach, c'est quelqu'un qui est capable d'amener ses athlètes à leurs objectifs. Que tu en aies 10, que tu en aies 20, voilà, c'est autre chose. Chaque coach a sa pédagogie, chaque coach a sa façon de fonctionner et enfin, chaque personne euh, est réceptif à des pédagogies différentes. Et donc, le but, évidemment, c'est de toujours trouver un bon matching entre les deux. Donc, maintenant que tu as fait le tour, je propose qu'on fasse un petit résumé. Donc, pour qu'un coach soit en forme optimale au moment du combat, il y a une notion de sommeil
qui n'est pas uniquement sur la Fight Week, mais qui est sur les jours, semaines qui précèdent. Il y a une question d'activité physique. Je vais mettre ça comme ça parce que certaines personnes n'ont pas spécialement besoin de sport, mais ne fût-ce que d'être en mouvement, je pense que c'est très important. Il y a une question de nourriture, ne pas être en digestion et ne pas avoir faim en même temps au moment de l'événement, et être dans une bulle de confiance qui permet d'être de bonne humeur aussi, c'est important. Moi, il y a peut-être une dernière question, parce que j'y crois, dur comme fer. Prendre l'air, est-ce que ça fait partie aussi des choses importantes le jour du combat? Aller juste dehors pendant 20 minutes, 1 heure, prendre l'air et respirer de l'air frais, voir la lumière du jour plutôt qu'être cloîtré, cloisonné à l'intérieur. Je pense qu'il y a de plus en plus d'études aussi qui prouvent que la lumière extérieure est très importante pour la forme physique. C'est quelque chose que vous faites, Ouais, promenade, juste se poser en terrasse, peu importe la météo? non, on fait souvent. Surtout quand le combat c'est tard le soir, il y a souvent un petit moment marche au extérieur de planif. Ok, là je pense qu'on a fait une bonne petite synthèse. Attends, dernier point. Il y a tout qui fuse dans ma tête. C'est le tout dernier, après on passe au sujet suivant. Douche froide ou bain froid? Est-ce que ça fait partie de ton Alors, quotidien de coach le jour du combat? alors moi non. Par contre, effectivement, Christophe Midou, il me casse la tête avec ça, sur ses bienfaits, sur ce truc-là. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose. Alors, il m'a parlé d'1 milliard d'études qui boostent le taux de testostérone, qui mettent bien, qui fait ci, qui font ça. Moi, je t'avoue que je teste, je le fais à la salle de sport après une grosse séance. J'aime beaucoup la douche froide post-training. Après, le matin, c'est encore peut-être quelque chose. C'est pas que c'est trop rude, hein, parce que c'est juste quelque chose qui n'est pas encore rentré dans mes us et coutumes, voilà, pour être honnête. Mais Christophe, il me Euh, casse la tête avec ça. Quand on va à l'UFC Performance Institute, il fait rester dans le bain froid pendant de longues minutes, qui m'insupporte moi personnellement parce que je suis hyper frileux. Mais il est ultra fan de ça, Chris. Moi, je ne cache pas que j'ai un peu plus de mal quand même. ok, moi je suis fan de ça et honnêtement, le bain froid le matin de journée importante, ça fait également une différence Ah si bah, tu arrives à c'est faire les Chris alors. bain C'est tout- froid. c'est tous les Chris qui sont comme ça, alors. Ouais, c'est typique des Chris. Voilà, tous les Chris. S'il y a des Chris qui nous regardent, dites-nous, confirmez-nous que vous êtes bien fan de bain froid. Ok, passons à la suite pour tes gars. J'ai vu quelques petites annonces très intéressantes, notamment au niveau de l'ARES. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Bah oui, parce que Fernand a communiqué dessus. Donc, quand je dis Fernand, je parle bien sûr de Ares, hein. Aujourd'hui, au même titre que l'UFC, quand tu signes un match-up important sur ces gros orgas, tu dois attendre que l'orga ait communiqué dessus. Donc, sur le Ares de décembre, il y aura main event comme main event de Mega. J'en suis très fier, puisque Virgil Hogan et Axel Sola vont faire les ceintures lightweight et middleweight de l'organisation. Euh, et alors quand je dis un long travail, c'est pas un long travail, mais c'est un travail de longue haleine pour Virgil, puisqu'il a débarré à Arès pour son troisième combat pro. Donc ça, je veux dire, c'est grâce à lui et uniquement à lui et à ses performances dans la cage que j'ai pu négocier ça. Et pareil, concernant Axel, alors lui, il n'a qu'un combat à Arès, mais il a déjà un palmarès très important, puisqu'il a été numéro 1 mondial amateur pendant plus de 2 ans. Il a une trentaine de combats amateurs et qu'il a gagné de très gros combats à l'IMAF et de très grosses compétitions. Et que ses débuts pro aujourd'hui sont nickel à 6-0. Donc voilà, ça et sa victoire lors du dernier arrêt du mois de décembre contre un UFC vétéran et un TUF vétéran, César Alzenendia, lui ont permis de prétendre à cette ceinture. Donc pareil, grande fierté qui est la mienne de pouvoir amener ces jeunes que j'ai formés aux portes de l'organisation Top Europe. Et, et, et c'est quelque chose qu'on va préparer chez nous en interne, je pense, à partir de la fin du mois d'octobre. Donc, je suis en train de voir les quelques guests qui vont venir nous aider pendant cette prépa. Et on aura l'occasion d'en Euh, faire des coach talk. Mais c'est vrai que c'est
ce sont deux très belles échéances et du coup, qui rentrent dans leur plan de carrière puisque ça n'est pas caché. Et l'objectif pour les deux, c'est l'UFC. Donc voilà, quand tu as un palmarès vierge de défaites et qu'en plus tu fais la ceinture d'orgas qui sont les tremplins pour l'UFC, eh ben, ça veut dire que tu te rapproches de ton objectif final qui est d'intégrer le roster de l'UFC. Oui, c'est clair qu'on a déjà vu pas mal de champions Ares filer vers l'UFC après. Et là, clairement, on a deux profils qui peuvent vachement plaire à l'UFC sur plusieurs niveaux, notamment le côté invaincu, le côté assez ah, qualitatif dans la cage, avec pas mal, un ratio de finish assez intéressant. Du côté de Sola, tu as vraiment cette notion de numéro 1 amateur mondial pendant 2 années qui reste un argument de vente, enfin, tu vois, qui reste sur ton CV même quand tu es avancé dans ta carrière professionnelle. Et puis, on va pas se mentir, hein, les profils français, pour l'instant, ça plaît énormément à l'UFC et je pense que ça va continuer à le plaire. Il y a quelqu'un qui avait dit ça à l'international, je sais plus qui, et il avait dit bah, le fait qu'il y ait autant d'opportunités pour des Français, c'est notamment grâce au public français quand l'UFC vient à Paris, pardon. Et là, clairement, entre le 1 et le 2, l'ambiance a été au top. Donc, je m'attends à ce que l'UFC veuille continuer à venir en France et veuille continuer à mettre les athlètes français en lumière. Donc, clairement, double belle opportunité là pour toi et tes gars. Main event comme main event, il faudra courir entre les deux. Comme l'avait dit Johnny Frachet dans son interview, il avait dû faire la même pour Morgan et Taylor à l'UFC Paris. Ça va être du sport pour toi, mais c'est bien parce que du coup, tu feras du sport le matin et tu feras un peu du sport aussi entre les deux combats. Ça te permettra d'être encore plus vif pour le main event. Est-ce qu'on a d'autres combats? Bourkichou, il a quelque chose, non? Ouais, il y a Sofiane qui va faire ses débuts à l'Octogone courant du mois d'octobre. Ilyes Giroun qui, après une mauvaise soirée au Brave, mais ça arrive, hein, ça fait partie du haut niveau d'avoir des hauts et des bas, qui va revenir très vite sur un événement à Marseille au mois d'octobre également. Dimitri Solmelis qui va participer au MMA-GP de Bordeaux. Samir Zaidi qui sera sur la carte du Cage Warrior fin de septembre contre un ancien champion de la KT en middleweight. Et Barry Sadigüzel AES? et oui, j'y viens juste après, mais il y a aussi Barry Sadigüzel et Andrei Tichenko qui seront sur la carte du Cage Warrior de Rome également. Et les frères Muris et les débuts en amateur de Kalim Mastouri à l'AEF. Double ceinture à l'AEF et les débuts amateurs de Kalim qui, après un très très gros palmarès, une très grosse carrière en grappling et en jiu-jitsu, fait ses débuts en MMA amateur à l'occasion de cette soirée. Une fin d'année bien chargée, hein? Ouais, ça bouge bien. Ça bouge bien. Je rebondis juste sur ce que tu as dit au niveau de la France. Alors, je vais choquer. C'est pas grave, on est là pour choquer. Moi, je pense qu'au moment où on se parle présentement, il vaut mieux être français qu'américain. Je reçois pas mal de critiques sur les réseaux sociaux. Oui, plan de fil. Moi, je dis très sereinement, les yeux dans les yeux, aujourd'hui, il vaut mieux être français qu'américain. Vous verrez la suite des événements, de quelle façon elle se déroulera. Et si je me suis trompé, ben, je ferai mon mea culpa lors de podcast. Mais les choses me laissent à penser qu'aujourd'hui, il vaut mieux être français qu'américain. J'en dis pas plus pour le moment. On est en pleine négociation concernant la suite des événements pour Manon. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Dès que la situation elle sera un petit peu plus claire, on en parlera sur un coach talk rapidement. Il y a un patron de l'UFC, bien évidemment, qui est décideur, mais il y a même sur ce qui a été dit précédemment, il y a des données qu'il n'avait pas lui-même, le boss, parce que l'opération elle a été décidée très tard. Aujourd'hui, Tchestchenko, on sait qu'elle va être opérée. Et vous verrez que je n'ai pas encore capitulé et que les choses seront très différentes de ce qui se dit en ce moment sur les médias spécialisés. Voilà. Alors, on va peut-être clôturer le podcast là-dessus, hein, mais je vais m'égarer sur, encore une fois, je le répète parce que j'ai dû encore le préciser hier sur Twitter, je ne suis pas journaliste. Donc ça, j'aimerais bien que ce soit clair aux yeux de tout le monde. Ici, Fight Mike, on n'est pas encore en média, on n'a pas de journalistes dans l'équipe, on est plutôt des créateurs de contenu, des analystes. Donc ici, je m'égare, ça fait partie du fun de la chaîne aussi. J'ai entendu, ça fait longtemps, ça fait plus d'1 an que j'ai entendu ça, que, ok, Dana White est le président de l'UFC, ça c'est son titre, mais qui doit être plus considéré comme un porte-parole que comme un président.
et je vais expliquer le fond de cette pensée qui avait été élaborée sur un article de blog et que je trouvais assez bien. Dana White a tellement de choses à gérer qu'il est incapable lui-même de tout gérer lui-même. Donc, la moitié du roster, il ne le connaît pas. La moitié des décisions, il ne les connaît pas. Ou plus, je prends la moitié, mais c'est complètement aléatoire. C'est juste pour exprimer qu'il ne connaît pas toutes les décisions qui sont prises à l'UFC. Il ne connaît pas tous les combattants qui sont à l'UFC. C'est pas lui qui a la main mise sur toutes les décisions. Il faut voir l'UFC comme une énorme structure. C'est un peu comme dire que Elon Musk il va aller décider des petits trucs de ses entreprises. Non, c'est plus quelqu'un du terrain, c'est plus quelqu'un d'opérationnel. C'est quelqu'un à qui on dit les choses juste avant les interviews. Ok, cette interview va porter sur ça, cette interview va porter sur ça. Sur tel sujet, tu dis ça, sur tel sujet, tu dis ça. Et il est très fort pour ça. Il est très fort pour délivrer des messages. Mais il y a des fois où, par exemple, les conférences de presse d'après-combat, il y a des questions non anticipées qu'on n'a pas pu anticiper pour lui et pour lesquelles on ne lui a pas donné l'information et pour lesquelles il va donc donner sa réponse sur du bon sens qui est peut-être pas du tout en phase avec ce qui est en train de se décider par les personnes, notamment les matchmakers de l'UFC. Et donc, ça arrive très souvent, pour pas dire extrêmement souvent, que Dana White dise des choses lors de conférences de presse et qui s'avèrent pas du tout, mais pas du tout proches de la réalité a posteriori. On en a là, dans le premier épisode du Vol, qu'on en parle, après la conférence de presse, il parle de Israel Adesanya contre Shane Strickland en rematch. Et 5-6 jours après, il revient sur sa décision en disant non, ce sera probablement pas ça. Parce qu'à mon avis, après la conférence de presse, quelqu'un est venu lui dire non, on va pas faire ça. Et voilà. Donc, ce que dit Dana White, toujours le prendre avec des pincettes. Ça, c'est la règle pour moi. Je sais pas ce que tu penses de cette théorie farfelue. C'est pas une théorie farfelue. Et puis, qui plus est, là il s'agit d'un rematch qui a, honnêtement, d'un point de vue sportif, qui a tout à fait le mérite d'être là. Je suis pas en train de dire qu'on doit supprimer ce rematch. C'est juste qu'il y a une temporalité, il y a une blessure qui est importante. Et oui, sur le papier, le match nul n'était pas favorable à notre équipe, mais la blessure l'est plus. Alors, on ne va pas se réjouir d'une blessure, mais aujourd'hui, Grasso, elle peut se réjouir de la blessure de Manon, parce que c'est ça qui l'a amené au sommet. Et puis voilà. Après, je suis très enclin à écouter les critiques. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Quoi qu'on en dise, Manon fait peur, puisque Manon, on va dire que Rose, elle avait l'auriculaire, le doigt qui sert le moins à la frappe sur le poids, alors que Shevchenko, elle s'est fait 4 rondes et demi avec le pouce et la main complètement pétée. Elle a 3 fractures. Et ça, personne n'en parle, personne ne vient minimiser la performance de Valentina. Donc, j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Les gens flippent de Manon et ils ont raison de flipper parce qu'elle va monter tout le monde en l'air. Et ça, je le dis, je passe pour un fou, mais c'est pas grave. On en reparlera dans quelques temps et vous verrez ce qui va se passer. Mais c'est très bon ce qui est en train de se passer en tout cas. Elle fait peur, on fait tout pour minimiser ses performances et vous ne pourrez pas le faire. Et voilà. Et dans les jours qui vont. Et aujourd'hui, moi j'ai encore reçu un message de l'UFC. Au moment où on tourne ce podcast, on est jeudi 21, 8h40. La déclaration de Dana White est à 48h. Moi j'ai reçu un message de l'UFC cette nuit comme quoi rien n'a été décidé. Donc, on pensera qu'il voudra. Voilà, on ne fait pas de manipulation chez Fightman. Tout ce que je dis sur Twitter ou sur Fightman, c'est la vérité. On n'a jamais menti à personne. Donc, pensez ce que vous voulez. Moi, je ne fais pas de lobbying. Ce n'est pas mon métier. J'en ai même pas la qualification. Je ne sais pas manipuler la pensée des gens. Tout ce que je dis sur les podcasts, c'est de la franchise. Et les renseignements que je peux donner, malheureusement, je ne peux pas en dire plus que ça. Je les donne aux gens qui font l'effort et qui nous font confiance. Donc, voilà. La réalité, elle est celle-là au moment où on se parle. Le jeudi 21 septembre à 8h42. Eh ben, je pense que c'est sur ce genre d'intrigue et de bonnes nouvelles qu'on peut clôturer le podcast, sauf s'il manque un sujet. Je ne sais pas si de ton côté, on a fait le tour. On a fait le tour. Ok, eh ben, merci à tous ceux qui ont suivi jusque maintenant. Merci à Golden CBD de supporter notre podcast et ce format-ci précisément. Le code promo FIGHT vous donne moins 25% sur tout le site de Golden CBD. Merci à eux. Merci à toi, Aldric, pour, comme d'habitude, ce super chouette échange, ce partage en toute transparence. Et on se retrouve
la semaine prochaine avec une surprise et un coach talk. À très vite. Ciao, ciao.